Salut les mecs, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un petit truc. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en avoir une. C'est une télé avec l'Ambilight. Si vous ne savez pas ce que c'est en fait une télé avec à l'arrière des LED qui reproduisent en gros les couleurs qui sont à l'écran. Pour vous montrer un exemple, si vous mettez... Non, attendez, on va faire autrement. Je vais vous le montrer en vrai. On va reculer un petit peu. Et donc, comme je vous disais, si par exemple ici, dans le coin en haut, il y a du rouge, là en bas, on a du bleu et au-dessus de moi, on a du vert. Du coup, vous voyez qu'à l'arrière de mon écran, les couleurs s'adaptent en fonction de ce qui se passe à l'écran. On peut même avoir des trucs comme ceci. Et je vous avoue que l'effet est plutôt pas mal. Donc je vous explique ça tout de suite. Alors, petite info avant de commencer, pourquoi le faire soi-même? Vous allez voir, je vais vous montrer au niveau des prix ce que ça donne entre un qui est dispo dans le commerce et celui qu'on va fabriquer. Alors, sachez une chose, c'est que le terme Ambilight, c'est quand même un terme qui est détenu par la marque Philips. Ça vient d'eux, c'est principalement eux qui ont lancé cette technologie sur leur téléviseur, mais depuis un petit moment maintenant, ils ont mis à disposition tout un équipement, tout un système qui était adaptable sur n'importe quelle TV. Alors par contre, vous allez voir, ça pique. Alors si on se rend tout simplement sur le site par exemple d'Amazon, on peut retrouver tout le nécessaire de chez Philips pour transformer donc sa télé en Ambilight. Donc c'est le même principe. On a du coup une lumière diffuse à l'arrière de l'écran par rapport à ce qui est affiché à l'écran lui-même. Comme vous pouvez le voir ici, la première chose que je vous montre, c'est tout simplement les LED qui sont fournis par Philips. Alors le prix va dépendre évidemment de la taille de votre écran. Ici, je vous ai repris à peu près l'équivalent de la taille de mon écran. Mon écran de télé est un 51 pouces. Et donc ici, au niveau du catalogue, on retrouve la version des LED en 55 pouces. Comme vous pouvez le constater ici, on est déjà à 180 € rien que pour les LED. Mais le truc, c'est que ça ne suffit pas pour le faire fonctionner. Pour que ça marche avec le système de chez Philips, il est nécessaire de posséder la box qui est ici, donc le convertisseur image couleur, plus le concentrateur de chez Philips, donc qui permet en fait de connecter tous les appareils de chez Philips Hue. Quand on regarde donc du coup un petit peu plus bas, on peut trouver le pack complet. Donc ça comprend les LED, ici pour le 55 pouces, le HDMI Syncbox, donc c'est le boîtier, la box de synchro, qui est elle à 250 €, et le pont de connexion qui est aux alentours de 50 €. Donc ça nous fait un total pour transformer une télé en 55 pouces de, en arrondissant un petit peu, 480 € le tout. Moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est la façon dont je l'ai fait, et le prix, c'est vraiment pas la même chose. Alors, pour que ça fonctionne, on va avoir besoin d'un petit peu plus de choses, mais vous allez voir qu'au niveau de tarif, on n'est pas du tout au même niveau. Une petite dernière chose aussi, sachez que moi, j'ai pas pris les versions les plus chères, les plus extravagantes pour réaliser mon Ambilight. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais il y a moyen évidemment de monter un petit peu dans les tarifs, de monter un petit peu dans les qualités au niveau des LED, au niveau du convertisseur, au niveau du scrubber et du loop, au niveau de l'HDMI pour la capture de l'image. Alors moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est mon installation. On va dire que c'est un Ambilight d'entrée de gamme. Là, je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai choisi, sur l'installation que j'ai fait. On aura besoin, nous, par contre, d'une alimentation. Ça aussi, je vous donnerai un petit peu plus d'infos là concernant. Ça va vraiment dépendre de votre téléviseur, du nombre de LED que vous allez devoir utiliser. Dans mon cas, j'ai pris une 5 volts en 30 ampères. Au niveau des LED, à chaque fois, ça va être pareil. Tout va dépendre du métrage que vous allez avoir besoin pour faire le tour de votre TV, de la qualité des LED que vous allez choisir. Moi, ici, j'ai pris 5 mètres de LED avec 60 LED au mètre en IP30 parce que de toute façon, voilà, c'est derrière ma TV, il n'y a aucune chance qu'il pleuve dessus. C'est des LED les plus standards possibles. On a le boîtier de capture en HDMI qui lui en fait à la base va recevoir donc votre image d'une source de votre choix en HDMI qui va vous permettre de ressortir en HDMI pour aller vers votre TV et avec une sortie USB pour aller vers le Raspberry qui lui va servir pour décoder l'image et vous permettre de gérer les couleurs avec le soft qu'on va installer. Alors j'ai acheté des petits coins en L pour pouvoir faire des angles au niveau de ma télé
au niveau des bandeaux de LED. Alors je vous le dis déjà maintenant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si vous avez l'occasion de souder, ben faites-le. Si vous avez les capacités pour faire de belles soudures, je vous conseille de les souder. Ou sinon, il y a donc ces coins-là. Le petit souci qu'il y a avec ces coins, c'est que c'est pas super top. Les broches qui permettent en fait de connecter les bandeaux de LED entre eux sont un petit peu trop larges et il faut les plier un petit peu pour vraiment que ça fasse contact. Mais ça, je vous le montrerai lors du montage. On a donc le Raspberry et on va avoir besoin d'un ESP8266 ou ESP32, ça c'est à votre choix. Moi, j'avais ici un 8266. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du prix? Je vais tout simplement faire tout sélectionner. Et avec les frais de port inclus, vous pouvez voir que je suis aux alentours de 85 €. Donc on est très loin quand même du montant de chez Philips qui eux montent ici à 480 €. Donc voilà la petite explication plus technique sur le pourquoi du comment, sur le choix du matériel. Maintenant on va commencer l'installation et on va bien évidemment commencer par la mise en place de l'OS sur le Raspberry. Donc voilà, on va pouvoir maintenant attaquer l'installation en proprement parler des applications nécessaires pour faire tourner l'Ambilight. Alors pour commencer, je vais partir sur le Raspberry. Il y a évidemment plusieurs façons d'installer les images de Raspberry. Moi ici j'ai choisi Raspberry Pi Imager qui est plutôt facile à utiliser. Vous allez voir c'est assez rapide pour faire le choix de l'installation. On va venir ici tout simplement choisir notre OS. Alors on va se rendre ici dans Raspberry Pi OS Author et on va tout simplement prendre ici la version Lite qui est donc la version de l'OS Raspberry sans toute la partie bureau, application, tout ça qui nous sert absolument à rien du tout. Au niveau de la carte, on va choisir donc notre carte de destination et on va simplement faire écrire pour que l'installation se fasse tranquillement. Alors étant donné que ça prend un petit peu de temps, ici elle est déjà faite, mais une fois que votre installation sur votre carte est terminée, avant de le placer dans votre Raspberry, on va venir tout simplement sur la carte SD et rajouter un petit fichier. On fait nouveau fichier texte qu'on va appeler SSH et on va retirer le .txt qui est derrière, le valider. On nous demande si on modifie l'extension, on lui dit oui. Et en fait, en gros, encore une fois, ce petit fichier va tout simplement servir lors du lancement du Raspberry de nous permettre à nous d'y accéder via un terminal. Donc moi ici, je vais pouvoir retirer ma carte, aller le placer dans le Raspberry et le démarrer. Vous verrez dans la description de l'article, je vous ai mis un petit fichier supplémentaire qu'on peut intégrer aussi à la carte avant de le démarrer si vous désirez le connecter en Wi-Fi. Mais dans le cas ici de l'Ambilight, j'ai opté pour tout simplement brancher le Raspberry via la prise RJ45 histoire que ça aille un petit peu plus vite lors des échanges. Il va me falloir aussi une information pour me connecter au Raspberry, c'est son adresse IP. Là aussi, plusieurs façons d'y arriver. Soit vous allez directement sur votre box et vous regardez l'adresse IP qui a été associée à votre Raspberry, ou si vous voulez avec l'application Thing, vous pouvez aussi pareillement le voir dedans. Donc là ici je vous le montre via ma box, on peut voir que le Raspberry donc est bien connecté, j'ai son adresse IP et je vais pouvoir m'en servir tout simplement pour m'y connecter via le terminal. Pour le terminal c'est pareil, il y a plusieurs solutions, il y en a plusieurs de dispo pour vous connecter. Moi, par habitude, tout simplement, je vais utiliser PuTTY et je vais donc taper l'adresse IP de mon Raspberry. J'ai la demande pour le certificat. Si je le valide bien, je lui dis oui. Et maintenant, je vais pouvoir commencer les premières lignes de commande qui vont être celles qu'on fait habituellement. Donc déjà, pour se connecter, le login CPI par défaut et son mot de passe Raspberry. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement mettre celui-ci à jour. Alors, vous inquiétez pas, je vous ai mis dans la description le lien vers l'article avec toutes les lignes de commande dont vous allez avoir besoin. Tous les liens seront dedans, donc je les tape, on va dire, un peu rapidement, c'est du copier-coller. Mais regardez dans l'article, vous aurez vraiment tout le descriptif pour suivre tout simplement ce tuto grâce à la vidéo et l'article à côté, ça devrait aller tout seul. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est une mise à jour. Il va aller chercher les paquets dont il a besoin, les installer automatiquement. On va lancer ça, ça risque de prendre un petit peu de temps et hop, pour vous ça va juste prendre une fraction de seconde. Voilà qui est fait, la mise à jour est terminée, il me reste une chose à faire, c'est le petit sudo reboot pour relancer mon Raspberry et que toutes les modifs soient prises en compte. Voilà, le reboot est fait, la mise à jour
est terminée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à l'installation d'Hyperion en lui-même. Et pour ça, on va avoir, grâce à Ambimode, un script tout fait qui va vraiment nous éviter de faire ça manuellement, qui va tout faire d'une fois, qui va aller télécharger tout ce dont il a besoin et en une seule ligne de commande après pour l'installation, nous permettre de le configurer et de le lancer. Alors pour ça, je fais la copie de la ligne de commande que je viens taper ici et il va aller chercher donc, tout ce qu'il a besoin. Alors parfois ça marche pas au premier coup, mais si vous la retapez une deuxième fois, vous voyez qu'il a été téléchargé, donc ce qu'il avait besoin. Et ensuite, on va lancer le script en lui-même qui est ici et ça va lancer donc l'installation d'Hyperion. Alors on a la possibilité entre deux versions d'Hyperion, une version Hyper HDR et Hyperion NG Alpha. Évidemment ça va un peu dépendre de ce que vous avez besoin. La version HDR c'est principalement avec des options tournées sur les téléviseurs 4K, les téléviseurs HDR, l'Hyperion NG Alpha pour toutes les autres. Mais il y a quand même aussi une autre différence qui va peut-être compter pour vous, c'est que Hyper HDR ne peut gérer que la capture matérielle, donc ce qui va rentrer via notre boîtier en USB. Hyperion NG Alpha, lui, va être capable de gérer les deux, donc aussi bien la capture matérielle que la capture logicielle. Dans mon cas, j'ai choisi la version Alpha car j'avais pas envie spécialement de sacrifier un Raspberry juste pour Hyperion. J'avais envie d'y installer d'autres choses à côté. Et donc du coup, j'ai pris la Alpha, comme ça me permet aussi tout simplement de capturer, d'avoir l'effet Ambilight sur la version bureau de Raspberry. Donc ici, je vais évidemment lancer mon installation. Vous pouvez tester les deux sans souci. Il vous suffit tout simplement de relancer le script et de changer le 1 en 2 ou le 2 en 1. Et l'installation va se refaire. Donc moi ici, je choisis 2 pour la NG Alpha. Alors ne vous inquiétez pas, durant le processus, il y a parfois des messages d'erreur qui s'affichent, mais tout se passe pour le mieux, il va aller corriger tout ça de lui-même. Voilà, donc après quelques minutes, Hyperion est installé, donc la version NG en ce qui me concerne. Et si vous regardez dans les lignes de fin au niveau d'Hyperion, vous allez voir ici qu'il vous dit tout simplement que pour accéder à l'interface d'Hyperion, on va devoir utiliser donc notre adresse IP du Raspberry, mais avec un port ici à la fin. Donc si vous sélectionnez ceci et que vous venez dans votre navigateur et vous collez l'adresse IP de celui-ci, on va tomber donc sur l'interface d'Hyperion. Alors si vous voulez pas avoir ce message-là, vous cochez la case j'en ai pas eu le temps, ou alors vous changez le mot de passe, c'est juste pour vous dire que voilà, vous êtes toujours sur le mot de passe par défaut du Raspberry. Donc au niveau d'Hyperion, c'est fait, c'est terminé. Alors je vais juste vous montrer une petite chose ici. J'y reviendrai plus tard pour le reste de la configuration. On va déjà dans un premier temps changer la version d'Hyperion au niveau des options disponibles. Alors ici, vous venez sur la petite clé, vous prenez Setting Level, il est sur défaut, passez en expert, ça va vous débloquer absolument toutes les options. Et si je voulais vous montrer ça, c'est juste pour une petite chose qui va vous être très utile, c'est de savoir faire le choix de votre alimentation. Je vous ai dit au début, moi ici, j'ai pris une alimentation en 5 volts 30 ampères, c'est pas pour rien. Au départ, j'avais pris une alimentation plus faible et je me suis rendu compte que en faisant ma configuration dans Hyperion, il m'annonçait quelque chose qui était largement supérieur et donc qui rendait mon alimentation un peu faible. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Comme ça va vous permettre au cas où de faire le choix de votre alimentation. C'est que vous allez en gros calculer le nombre de LED dont vous allez avoir besoin sur votre télé. Donc selon vos choix, que ça soit du 30 ou du 60 LED au mètre, la longueur que vous allez avoir besoin, vous allez pouvoir, grâce à Hyperion, avoir un aperçu de la consommation que ça va prendre au niveau ampérage. Donc moi, je vais vous montrer ça avec les infos que je connais déjà, vu que il fonctionne et qui tourne. J'ai en tout 203 LED d'installer sur ma télé. Ici, si je viens dans la disposition des LED, je vais pouvoir les rentrer et vous voyez qu'ici, il y a la consommation approximative de ce que ça va prendre.
Donc je sais par exemple que moi, sur le haut de ma télé, j'en ai 66, que sur le bas, j'en ai 67, et que de chaque côté, j'en ai 35. Donc on arrive ici donc à un nombre total de LED de 203, et que la consommation électrique va être approximative, mais elle va tourner aux alentours des 13-14 ampères. Là-dessus, il faut pas oublier que vous allez au choix y brancher aussi le SP32, peut-être le Raspberry, peut-être plus de LED. Voilà, vous avez votre estimation en ampérage de ce que vous allez avoir besoin. Donc au moment du choix de votre alimentation, pensez bien que vous allez prendre du 5 volts et prenez un peu de marge au niveau de l'ampérage, même si plus tard vous voulez rajouter d'autres choses dessus. Tant qu'à faire, autant en avoir un petit peu en trop que pas assez lorsque vous en aurez besoin. Donc là, moi ici, avec le SP en plus, et j'avais prévu à la base d'y brancher aussi le Raspberry, je suis donc parti sur une alimentation en 30 ampères. Hyperion, je vais le mettre de côté temporairement, car du coup, on va avoir besoin d'installer aussi un logiciel sur l'ESP. Et pareil, pour ça, ça va être très simple à faire. Alors maintenant que le Raspberry c'est fait, qu'on a installé Hyperion dessus, on va continuer au niveau des installs, c'est-à-dire maintenant d'insérer le micro-logiciel dans l'ESP. Alors pour ça, vous allez voir sur le site Ambimode, vous allez trouver absolument tout ce dont vous avez besoin selon le matériel que vous avez en votre possession, que ça soit pour les ESP32, pour les 8266. Donc moi ici, je vais continuer sur ma lancée avec le matériel que j'ai en ma possession, qui est un 8266. Je vais aller dans un premier temps chercher ESP Home Flasher, qui va me permettre donc de très facilement injecter le logiciel dans celui-ci. Et un peu plus bas, vous allez voir, vous avez une petite liste avec les différentes possibilités qui sont ici pour l'ESP en général. On en a plusieurs et selon les conseils qui sont notés dans le descriptif, eh bien, je suis parti sur un WLED. Au niveau du soft, qui doit être ici, on va pouvoir tout simplement choisir le port de communication de la carte. Alors moi, elle n'est pas branchée parce que tout simplement, il est déjà fait, donc il est déjà connecté. On va pouvoir venir ici choisir donc le firmware à mettre à l'intérieur. Et une fois que ça c'est fait, on fait flash ESP, on attend un petit peu, on voit ici dans la console les lignes qui s'afficheront pour nous dire que c'est fait et on va pouvoir du coup en terminer avec l'ESP. Alors je vous le montre ici via mon PC parce qu'évidemment on peut se connecter via un navigateur. La première fois que vous allez lancer votre ESP avec un WLED dessus, recherchez via par exemple votre téléphone, c'est le plus facile, un réseau Wi-Fi qui s'appelle WLED-AP. C'est en gros un point d'accès vers votre ESP qui va vous permettre de configurer votre réseau Wi-Fi personnel, c'est-à-dire pouvoir mettre votre SSID et votre mot de passe pour se connecter à votre propre réseau. Donc ici par exemple nous avons donc mon réseau chez moi, mon mot de passe, c'est les deux seules informations au départ dont vous avez besoin. Vous faites sauver et connect et par la suite vous allez pouvoir retrouver comme ça votre ESP sur votre propre réseau. Une fois que c'est fait, tout comme moi, vous allez avoir accès ici à votre ESP via une adresse IP que vous pouvez encore une fois, tout comme le Raspberry, trouver grâce à votre box ou grâce à Fing et vous allez pouvoir rentrer ici dans les paramètres de configuration de l'ESP. Si vous avez déjà une idée du nombre de LED que vous avez en votre possession, dont vous aurez besoin pour faire le tour de votre TV, vous pouvez aussi en profiter ici dans LED préférences à venir mettre le nombre de LED que vous allez utiliser par la suite. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour pas que vous soyez surpris, mais par défaut, le LED count, donc le nombre de LED assigné à WLED est de 30. Donc, si vous avez par exemple un bandeau de 150 ou voire 200 LED comme j'en ai, lorsque vous ferez le branchement, vous verrez que les 30 premières LED qui s'allument. Toutes les autres derrière resteront éteintes. Alors c'est pas un défaut, c'est juste qu'ici dans le LED setup, il faut bien lui dire qu'il y a 203 LED comme moi ici dans mon cas. Maintenant que nous en sommes là, nous avons notre Raspberry qui est prêt, notre ESP qui est lui aussi prêt. Il va falloir passer au montage des LED sur notre TV. Comme ça, ensuite, on pourra tout simplement passer à la configuration finale d'Hyperion pour faire fonctionner tout ça ensemble.
Alors, je vous montre en gros comment c'est branché. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. De toute façon, vous inquiétez pas. Je vous le montre comme ça brièvement, mais dans l'article, je vous détaillerai ça plus en détail au niveau de la connectique. Mais bon, donc voilà, on a ici à l'arrière donc les LED qui sont collés donc au niveau de ma télé avec les coins. J'ai ici le boîtier qui était imprimé sans PETG avec une alim, avec l'alimentation, donc ici en 30 ampères. Et dedans, si on peut éventuellement l'apercevoir, vous avez donc là l'ESP qui est caché. Ça a été testé pendant plusieurs heures. L'alimentation ne chauffe pas, donc il n'y a rien de plus. C'était juste ici pour avoir un truc un petit plus esthétique. Au niveau du câble, j'avais encore ici de la tresse pour cacher donc les câbles qui arrivent jusqu'au LED. Et donc ceci, normalement, c'est planqué. Je le reprends, je le replace en dessous. Et je n'ai juste que ce câble là qui est visible. Alors oui, c'est un petit peu le bordel au niveau de mes câbles. Faudrait que j'en profite pour remettre un peu d'ordre. Hop, on passe à la suite, je ferai ça plus tard. Niveau connectique du Raspberry, donc nous avons ici, moi j'ai ma source qui est un Chromecast qui rentre dans le boîtier, qui repart d'un côté sur ma télé, et le deuxième en USB qui revient donc dans le Raspberry ici. La deuxième prise USB alimente tout simplement le boîtier de capture, ce qui me fait gagner un petit peu de temps. Et comme je vous l'avais dit, j'ai branché ici l'RJ45 pour gagner un petit peu en latence. Donc tout ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est normalement planqué comme ceci en dessous de mon meuble. Donc vous voyez, une fois que j'ai remis le meuble en place, on voit rien. Tout simplement, à la limite juste un petit câble noir qui passe sur le côté pour les LED. Alors niveau alimentation, j'ai opté pour une prise connectée qui est ici et qui allume et éteint donc l'Ambilight. En gros, quand on n'a pas envie de laisser l'Ambilight allumé tout le temps et quand on est dans son canapé, de tout simplement demander à ce que celui-ci s'allume vocalement. Donc pour vous donner une idée, c'est en plein jour évidemment, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir de quoi avoir le rendu le soir. Mais du coup, je vais l'allumer. Jarvis, allume l'Ambilight. Très bien, j'allume Ambilight. Donc voilà, l'Ambilight est allumé. Alors évidemment, il lui faut un petit temps pour lancer l'ESP. C'est pour ça qu'on a une couleur orange au début. Et une fois qu'il est bien lancé, donc il s'adapte à l'image de l'écran. Je vais passer maintenant à l'installation d'Hyperion, du moins à sa configuration. Vous allez voir, c'est plutôt rapide à faire. Et une fois que ça sera fait, eh bien, je pourrai tout simplement vous montrer des démos que je vous ai préparées pour vous montrer vraiment ce que ça donne le soir quand on est devant la télé avec l'Ambilight. Donc là, tout simplement, j'en ai plus besoin. Je vais l'éteindre et je vais pouvoir passer à la suite. Jarvis, éteins l'Ambilight. Très bien, j'éteins Ambilight. Passons maintenant à la dernière étape de l'installation de l'Ambilight, c'est la configuration d'Hyperion. Alors je vous rappelle juste comme ça que pour atteindre votre interface d'Hyperion, il vous faut votre adresse IP et le port 8090 après pour pouvoir accéder donc à la page d'Hyperion. La première fois que vous allez l'installer, vous allez avoir un petit message d'avertissement comme quoi vous n'avez peut-être pas changé de mot de passe, donc changez-le, vous êtes tranquille, le message n'apparaîtra plus après. Alors, une des premières choses qu'on peut faire ici, c'est venir ici sur la petite clé à molette, le passer en français. Malheureusement, je sais pas pourquoi, sur cette version-là, ça change pas, ou du moins pas tout le temps. Parfois je l'ai en français, parfois je l'ai en anglais. Un petit bug certainement de cette version. Mais vu qu'il y a des mises à jour de temps en temps, vous pouvez tout simplement checker de temps en temps et vous allez le repasser à un moment donné en français. Mais c'est pas vraiment un gros souci. La deuxième chose qui est importante à faire, toujours dans cette clé à molette, c'est de venir ici dans Setting Level et de passer votre Setting Level Default en expert. Comme ça, vous êtes sûr, en gros, d'avoir toutes les options qui sont actives dans la session de configuration de vos LED. Alors évidemment, ici, ce que je vous montre, c'est par rapport à la version que moi j'ai, celle qui tourne pour le moment. On va pouvoir venir ici dans la configuration, dans Général, dans un premier temps, et vous verrez qu'au départ, vous avez qu'une seule instance et que vous pouvez la renommer. Moi ici, j'ai mis WLED Ambi, c'est une session générale. Ensuite, on va pouvoir créer nos instances donc pour les LED de la télé. Et je vais donc créer ici, vous voyez que vous avez New Instant Name. Si j'en crée une nouvelle, en test par exemple, rien que pour vous montrer, test LED, on va pouvoir ici avoir plusieurs instances qui se créent. Alors ça c'est intéressant si vous décidez, soit comme moi, d'avoir des instances différentes avec Hyperion NG
entre votre capture matérielle et votre capture logicielle, mais ça peut être aussi pour y intégrer plusieurs sources de LED. Dans mon cas, je n'ai qu'une seule source, c'est le WLED, donc l'ESP qu'on a configuré, qui sont autour de la télé. Mais vu le nombre de matériels qui sont mis à disposition, ou du moins qui sont compatibles avec Hyperion, vous pouvez très bien avoir vos LED autour de la télé, des Philips Hue par exemple, disposés dans votre pièce, et ainsi les ajouter au fur et à mesure et démarrer toutes ces instances en même temps pour qu'elles réagissent de la même façon et au même moment. Ce que vous allez voir, c'est relativement simple à mettre en place. Je vais prendre donc ici la version test juste histoire de vous montrer comment ça fonctionne, et je vous montrerai par rapport à mes instances à moi, comment elles sont réellement paramétrées. Donc une fois que vous avez vos instances de créer, alors il n'y a pas besoin d'en avoir autant, juste une, ça suffira. Vous allez voir au-dessus que vous avez ici une petite flèche qui va vous permettre en fait de passer d'une à l'autre. Alors ici, j'ai que le Chromecast qui est active avec évidemment celle d'origine. Si ça vous arrive, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas démarrées. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est démarrer la session de test. Et à partir de là, vous allez voir que dans la liste, hop, elle apparaît ici. Je vais sélectionner cette instance. On le voit ici au-dessus. Le nom de l'instance sélectionnée est affiché et je vais pouvoir me rendre ici dans le LED Hardware qui va servir à configurer le nombre de LED que je possède. Première chose à faire, évidemment, c'est de choisir le contrôleur type. Alors le contrôleur, c'est justement, dans notre cas, ce qu'on a fait jusque maintenant, l'ESP. Alors quand vous regardez ici dans la liste, vous allez voir, il y a vraiment pas mal de trucs qui sont mis à disposition. Vous en avez ici dans le network, c'est ceux qui vont nous intéresser. Vous voyez ici par exemple, on voit les Philips Hue. Nous, c'est donc un ESP, et sur l'ESP, je vous rappelle, on a installé un WLED. Donc je vais choisir WLED. Je vais lui donner le nombre de LED qui sont attaché à cet ESP, donc dans mon cas c'était 203 LED. Je vais lui donner l'adresse IP qui est associée à cet ESP, donc ici c'est 192.168.1.22 si je dis pas de bêtises. On peut sauvegarder. Dans le layout, on va lui dire tout simplement le nombre de LED qu'on a de chaque côté de notre télé, et vous allez voir ici que vous avez donc cet écran de contrôle qui va se modifier au fur et à mesure des informations qu'on va lui donner ici. Donc je me souviens que sur le haut de ma TV, j'ai 64 LED. Vous voyez directement ici, on en a 64 qui s'affichent. Alors avec le petit bouton là, vous pouvez afficher le numéro des LED, en sachant que c'est normal si ça termine par 63, car ça commencera toujours par 0. Si vous avez 255 LED, ça sera de 0 à 254. Sur le bas, j'en ai un petit peu plus, j'en ai 67. J'en ai 36 de chaque côté. Et on arrive du coup à nos 203 LED. Bon, ok, ça c'est le principe de base. Nos LED sont autour de notre écran. Ça veut pas dire pour autant que c'est dans cet ordre-là qu'elles ont été placées sur notre écran. Et là, le soft est pas mal foutu. On va pouvoir modifier ça assez facilement. Alors, première chose qu'il faut penser quand on règle nos LED, c'est que l'écran qu'on a d'affiché, c'est comme si on se retrouvait devant lui. Donc ce n'est pas notre télé de dos, mais c'est bien notre téléviseur de face. Donc du coup, sur mon installation, moi, tout simplement, c'est pas du tout comme ça qu'elles sont placées. Alors il y a une autre chose aussi, c'est que vous avez peut-être tout simplement mis les LED de cette façon-là, mais dans le sens inverse. Donc là, elles sont dans le sens des aiguilles d'une montre, mais elles peuvent très bien aller dans le sens inverse. Pour ça, c'est pas difficile, il suffit juste de cliquer ici sur le petit bouton et on a nos LED qui partent dans l'autre sens, tout simplement. Bon, moi, elles sont dans le sens horaire, mais elles ne commencent pas ici au-dessus, elles commencent ici en bas. Alors pour ça, c'est très simple, on vient ici dans Input Position et on peut tout simplement déplacer nos LED, notre point 0, là où notre bandeau LED commence. Donc voilà, moi ici, il commence en bas à droite, quand je suis face à la télé, et il fait le tour comme ceci. Imaginons maintenant, comme moi, mais malgré tout je l'ai pas fait, mais comme moi, votre télé est posée sur un pied, et donc sur la zone du milieu, qui se retrouve à peu près ici, vous n'avez pas mis de LED. Donc vous avez commencé le bandeau, vous l'avez stoppé avant le pied, vous avez laissé un trou noir, et puis vous êtes reparti de l'autre côté avec des LED. On va pouvoir décider que si vous avez calculé votre coût, vous savez que au milieu de votre pied, vous avez par exemple 10 LED de moins que ce qui est prévu.
vous pouvez mettre ici 10 LED et les déplacer. Vous voyez, elles ont été placées au-dessus, mais on va faire pareil, on va faire tourner ces LED pour qu'elles arrivent à peu près au niveau du pied. Alors, je suis peut-être pas très au milieu, mais vous avez compris l'idée. Je vous fais un petit récap. Donc, vous décidez du nombre de LED que vous avez en haut, en bas, sur les côtés. Le trou, si vous en avez fait un, qui est ici de 10 LED. La position de ce trou. Et surtout, la position de la première LED. Donc voilà, ça c'est pour la partie LED. Évidemment, n'oubliez pas le petit save quand vous avez terminé. Alors vous inquiétez pas, vous pouvez faire le LED control, le layout control, faire save, il va sauver tout le bloc d'un coup. On va passer maintenant au capturing hardware, donc qui est ici le second. Alors on va venir lui dire tout simplement à partir de quoi on veut qu'il fasse la capture. Donc vous avez le choix entre plateforme capture et USB capture, soit la capture logicielle, soit la capture matérielle. Dans mon exemple ici, je vais vous montrer la capture matérielle, donc qui est le Chromecast. Alors dans USB capture, ce qu'on va faire, c'est déjà lui dire, on pourrait le laisser sur un automatique, mais le problème c'est que en le laissant sur automatique, on n'a accès à aucune autre des informations qui sont en dessous et qui sont quand même pas mal nécessaires. Ce que je vais choisir d'abord, c'est le device. Alors normalement, c'est pas trop difficile à trouver si vous avez qu'une source d'entrée en USB. Ça devrait ressembler à ici, USB vidéo pour la capture vidéo. Au niveau de l'input, je peux le laisser en automatique. Vidéo standard, moi je vais le mettre ici en PAL. Au niveau de la résolution, je vais le changer. Je vais le mettre dans un premier temps 640 par 480. Alors cette résolution-là, en fait, elle va servir au Raspberry à décoder l'image pour y trouver les couleurs à envoyer à l'ESP. Et selon le Raspberry que vous avez, vous allez voir qu'il y a parfois quelques différences parce que ça demande quand même pas mal de boulot au Raspberry. Moi ici, c'est un Raspberry 3B+. Il est évidemment beaucoup moins efficace, beaucoup moins rapide qu'un Raspberry Pi 4. Si vous avez l'occasion d'avoir un Pi 4, vous pourrez certainement monter la résolution en 800 par 600, voire même en 720p, pourquoi pas. Et le reste, voilà, j'y touche pas. CEC détection, je l'ai pas ici. Mais si vous avez des boîtiers beaucoup plus performants qui ont cette option-là, c'est l'option en fait qui vous permet d'allumer et d'éteindre votre télé. Par exemple ici avec un Chromecast, si je demande... Oui, je regarde si mon téléphone n'est pas à côté pour pas qu'il s'active. Mais si vous avez donc une télé qui est compatible, donc ici avec le Chromecast, vous pouvez par exemple demander à Google d'allumer ou d'éteindre votre télé. Donc là, le petit boîtier que j'ai pris n'a pas cette fonction-là, donc ici c'est pas encore trop grave. Et normalement, si tout se passe bien, quand je reviens sur le petit écran qui se trouve ici, je devrais pouvoir voir en fait ce qu'il capture. Et en faisant un petit live vidéo, je vois effectivement que c'est ce qui vient de mon Chromecast. Là, ici, il est sur le mode cadre photo, vu que je ne diffuse rien, mais donc ça fonctionne très bien. Par contre, cette partie-là, idéalement, vous pouvez la faire devant votre télé. Si vous avez l'occasion, prenez un PC portable, une tablette ou même votre téléphone, ça marche très bien aussi, et connectez-vous donc à votre page d'Hyperion. Ensuite, vous pouvez par exemple vous rendre tout simplement sur YouTube et vouloir régler vos rouges. Tout simplement, vous allez chercher dans YouTube Red Color et vous allez tomber sur des vidéos dans ce style qui va vous afficher tout simplement 10 heures de couleur rouge. Évidemment, vous le passez en plein écran et toutes vos LED vont s'éclairer autour de votre télé en rouge. Si maintenant on veut ici faire le cyan, on tape cyan et on aura 10 heures de couleur. Si vous voyez qu'il y a une différence entre ce qui est affiché sur l'écran de votre téléviseur et les couleurs des LED qui sont allumées à l'arrière, vous venez tout simplement cliquer ou appuyer sur le petit carré de la couleur correspondante. Vous déplacez le curseur vers la teinte qui pourrait correspondre le mieux, et vous faites un petit save, et normalement la LED va changer de couleur. Vous pouvez faire ça pour évidemment toutes les couleurs qui sont ici. Ensuite, à vous de vous amuser à ajuster la luminosité des LED, les diminuer, l'augmenter, par défaut elle est à 100%, mais je vous promets à 100%, c'est quand même relativement puissant, même sur 75%, ça suffit largement pour vous éclairer toute la pièce. Vous avez ensuite la possibilité de modifier les gammas des couleurs de base, donc le rouge, le vert et le bleu, ça sera à vous de passer un petit moment pour les ajuster au mieux.
Cette partie-là va peut-être vous prendre un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment la peine pour avoir un meilleur rendu au niveau couleur entre l'écran et vos LED. Moi, ce que je vais faire ici, donc, c'est de stopper celui-ci, faire un delete tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Alors, par contre, si comme moi, vous mettez plusieurs instances, n'oubliez pas qu'il faut en démarrer une et en stopper l'autre, en tout cas dans mon cas, vu que mes sources sont pas du tout les mêmes. Si là, je fais donc un start de Kodi. Donc là, j'ai mon écran de Kodi. Alors oui, je sais qu'il est très sombre, mais comme il est en veille, il attend que je lui réponde pour pouvoir s'éclairer normalement, sinon c'est beaucoup plus flashy évidemment. Si je veux passer sur mon Chromecast, j'éteins tout simplement mon Kodi et je démarre mon Chromecast. Comme ça, quand je passe sur le Chromecast, j'ai bien l'écran de celui-ci qui est affiché derrière. Moi, ce que je vous propose, du coup, c'est de vous montrer quand même à quoi ça ressemble quand c'est en fonction. Alors pour ça, je vous ai préparé 2 petites vidéos que je vous ai mis dans la description. J'en profite aussi pour l'occasion, je pense l'avoir répété plein de fois déjà dans cette vidéo, mais en tout cas je remercie Ambimode et sa communauté pour le coup de main qu'ils ont apporté, en tout cas quand j'ai dû régler mon Ambilight. Et pour ceux que ça intéresse et qui iront faire un tour sur son Discord, vous allez tomber sur des installations de grands malades. Certains d'entre eux ont vraiment du super matos, ils vont très très loin dans le principe de l'Ambilight. C'est un truc de folie, ça fait rêver pour certains. Ça doit être détestable pour certains voisins qui passent dans la rue et qui doivent voir toutes ces lumières passer à travers les fenêtres d'une maison. Déjà moi, rien qu'avec la petite partie là, parce que c'est vraiment un tout petit Ambilight que j'ai mis en place quand je suis sorti pour voir à peu près ce que ça donnait de l'extérieur, c'est déjà très très impressionnant. Donc j'imagine même pas certains chez eux ce que ça peut donner. Mais encore une fois, grand merci à eux pour tous leurs conseils et tout, pour le peaufinage de certains problèmes que j'ai eu avec. Ils sont presque aussi sympas que chez nous. Donc voilà, je vous mets tout ça dans l'article, tout ça dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous rejoindre nous sur le Discord si le projet vous intéresse. Alors, on n'aura peut-être pas toutes les réponses comme eux, ils pourraient les avoir en cas de souci, mais voilà, c'est au pire des cas, on vous renverra chez eux. N'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de choses, si vous êtes intéressé par le faire, tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.